Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Je suis celui que vous avez peut-être oublié parce que j'étais en vacances, je suis trouillé, je suis de retour, c'est la rentrée, j'ai bronzé comme vous pouvez le voir et je suis en pleine forme. Non, je suis juste crevé, fatigué, rien n'est prêt, mais c'est pas grave, car j'ai le grand plaisir aujourd'hui de vous faire le bilan du mois d'août. Bilan qui n'est pas énorme comme je m'y attendais, hein. Je m'étais dit, tiens, on va lire beaucoup pendant le mois d'août. Finalement, j'ai fait 1000 autres choses, mais vous savez, des fois c'est bien aussi. Donc c'est pas grave, je vous présente quelques petits livres, on en discute juste après le jingle. On commence par le tome 2 de Capitale du Nord, de Claire Duvivier. Si vous vous souvenez bien, j'avais lu le tome 1, j'avais été moyennement convaincu, mais par les multiples rebondissements de la fin, je m'étais finalement laissé prendre au jeu et ça m'avait donné envie quand même de lire la suite. Sachant que Capitale du Nord se passe dans le même univers que Capitale du Sud, comme j'aime beaucoup Capitale du Sud, j'avais aussi envie de continuer dans Capitale du Nord. Dans Capitale du Nord, Moro G, hein, attention, on continue toujours de suivre la jeune Amalia qui doit faire face aux conséquences de ce qui s'est passé dans le tome précédent. Et je dois dire que ça n'a pas du tout marché. J'ai fini ce tome, mais ça a été assez douloureux parce que j'ai vraiment pas compris, quelle était la trame de ce tome-là. Je m'explique. Enfin, je vais essayer de m'expliquer sans vous spoiler. Mais des événements terribles se produisent à la fin du tome 1. Amalia est obligée de se cacher avec son meilleur ami Jonas, ou Jonas, je sais plus. Bref, non, Jonas, c'est peut-être dans la série allemande de Dark, ou n'importe quel prénom allemand. Et moi, je m'attendais, dans ce tome, à voir du coup Amalia essayer de comprendre les événements, à essayer de voir ce qui s'est passé, à essayer d'analyser cette magie dans cette ville qu'on retrouve, qui est présente dans le tome 1. Et en réalité, on n'a pas ça, ou pas vraiment, ou pas assez. On a d'abord, on explore un peu sa relation avec Jonas. À la limite, ça, j'ai trouvé ça intéressant, ok. Mais il y a un peu cette histoire de... Elle veut se venger de son demi-frère. On comprend pas trop pourquoi. Enfin, ils se détestent, et encore... Mais je trouve que ça suffit pas, parce que pour se venger de son demi-frère, elle décide de rejoindre un camp de révolutionnaires pour les aider à mettre le feu à différents endroits et à essayer de faire la révolution dans la ville. Et elle veut en gros profiter de cette révolution-là pour se venger et s'enfuir. Et j'ai vraiment pas compris en réalité. Je trouvais que tout allait à la fois trop vite, il y avait trop de choses et rien n'était développé. Un exemple qui pour moi m'a choqué, c'est qu'à un moment donné, Amalia rejoint un club un club de parole, un club de discussion. Vous savez, un petit peu comme ces fameux salons qui ont pu exister, notamment en France, où les bourgeois se réunissaient pour parler politique, culture et tout ce que vous voulez. Et elle le rejoint avec une telle facilité et elle obtient un tel pouvoir aussi rapidement. Je me suis dit, mais j'ai loupé quelque chose ou... Ok, elle parle très bien, ok, elle a ce talent-là, mais moi j'ai trouvé que ça suffisait pas. À chaque instant, à chaque chapitre, j'étais toujours un peu perplexe. J'ai dit, mais maintenant ils font ça. Tiens, là ils vont brûler un entrepôt, mais pourquoi ils font ça? Ah, maintenant il y a ça. Mais c'est qui suit? J'ai trouvé que c'était très confus. Pour moi, ça partait dans tous les sens et ça n'allait pas dans le seul sens qui m'intéressait. C'est qu'à aucun moment, Amalia essaie de comprendre ce qui s'est passé à la fin du tome 1. Or, il s'est passé des choses mais terribles. À quel moment elle peut se dire, bon, ok, c'était vraiment très bizarre tout ce qui s'est passé, mais on s'en fiche, je vais plutôt m'intéresser à me venger de mon demi-frère qui, certes, a repris le pouvoir dans la famille, mais... en même temps, il faut bien que quelqu'un gère les affaires. Le plot twist, on le voit venir, mais alors gros comme une maison. Et tout ça a fait que je me suis ennuyé. Je me suis perdu. J'ai
pas du tout aimé. Après, c'est peut-être moi qui n'étais pas dans l'ambiance, c'est peut-être moi qui étais justement un peu en vacances, qui avait envie d'une lecture tranquille. Mais ça m'a convaincu que Capitale du Nord, tome 1, c'était pas fait pour moi, parce que là, le tome 2, pour moi, ça a été très très difficile. Je vais quand même le finir, parce que l'une fois de plus, il se passe quelque chose à la fin du tome 2 qui me donne envie de lire la suite, et parce que j'ai envie de savoir la fin, parce que c'est le même univers, mais c'est clair que j'ai pas le même plaisir quand je lis Capitale du Nord et Capitale du Sud, je suis infiniment désolé. Pour moi, le tome 2, il se passe trop de choses, un peu trop vite, pour un tome qui fait, je le rappelle, 250 pages. J'ai enfin lu une lecture qui était sur ma liste depuis très 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 longtemps. Pour vous dire, c'est probablement un des premiers romans que j'avais dans ma liseuse. C'est Chroniques de San Francisco de Armistead, Maupin, attendez, je retourne voir. Armistead Maupin. Je n'arrive jamais à retenir son nom et son prénom. Les deux ensemble, c'est encore plus compliqué pour moi. Armistead Maupin. Chroniques de San Francisco, pour une fois, le titre est clair. Ce sont des chroniques sur différents personnages de la ville de San Francisco dans les années 70, je dirais, au début. Je pense qu'on est dans les années 70, je suis plus trop sûr. On suit tout un tas de personnages. On commence par Marianne, une jeune fille de bonne famille, entre guillemets, qui en a marre et qui décide d'aller vivre à San Francisco pour découvrir la belle vie. Elle se trouve dans une pension, la pension Madrigal, tenue par la jeune Anna. Enfin, la jeune Anna, pas du tout. Pourquoi la jeune Anna? Elle est super vieille. Pas super vieille. Elle est âgée. Et dans cette pension, elle rencontre différents personnages, notamment Mona ou Michael, qui vont chacun avoir leur point de vue, leurs petites histoires. Et je dois dire que je me suis laissé très facilement prendre au jeu. Je trouve que l'auteur a un talent pour rendre attachants tous les personnages, y compris les personnages qu'on n'aime pas trop, puisqu'on a très rapidement le patron de Marianne, Beecham. Et non, j'adore parce que c'est un prénom qui ressemble à un nom français, ça pourrait se lire Beauchamp, mais non, c'est Beecham si je dis pas de bêtises. Et sa femme Didi, qui sont présentés comme deux êtres riches et donc très pénibles. Et pourtant, au fur et à mesure, on finit par, moi je trouve, les apprécier, aimer leur point de vue, et ils nous font beaucoup rire. Et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que c'est très drôle dans ce roman. On découvre un San Francisco qui est très cuir, hein. Tout le monde est LGBT, voilà, on le découvre tôt ou tard à un moment donné. Il y a un personnage, il va avoir une relation, où il va être, où il va, je ne sais quoi. J'adore vraiment, vraiment, vraiment. Je trouve qu'il y a une vraie joie de vivre, une vraie sensibilité, un vrai amour de la vie qui se dégage, une vraie peinture sociale, une vraie fresque de San Francisco. Alors peut-être qu'elle est complètement idéalisée, j'en sais rien. Mais moi, en tout cas, ça m'a beaucoup plu d'imaginer tous ces personnages vivre ensemble dans cette grande pension. Évidemment, les uns et les autres ne cessent de se rencontrer et de se croiser, c'est-à-dire que si l'un sort avec un gynécologue, vous pouvez être sûr que le gynécologue va être le docteur de tel autre personnage, etc. C'est une toute petite ville, plein de petites histoires, et je dois dire que la fin m'a un peu surpris, puisque on termine sur un plot twist, entre guillemets. Non, c'est pas vraiment un plot twist, mais il y a quelque chose d'important, et du coup j'ai envie de lire très rapidement la suite. C'était quoi? 260 pages, plein de personnages, plein de points de vue, plein de petites histoires, des histoires qui sont parfois même un peu inachevées, où on se dit tiens, il n'y a pas la fin, mais en même temps, c'est la vie, c'est comme ça, c'est pas la fin arrivera peut-être dans les tomes suivants. Il y en a plein d'autres que je lirai avec probablement. Je vais peut-être essayer d'en lire un par an pour les vacances, parce que c'était vraiment une lecture estivale que j'ai beaucoup aimé, et chaque soir j'étais vraiment content d'aller au lit et de me retrouver avec ces petits personnages là. Donc si vous avez envie de lire une lecture LGBT assez facile, assez sympa, franchement, les Chroniques de San Francisco, c'est super. Je crois qu'il y a les séries sur Netflix, je me demande s'il n'y a pas plusieurs adaptations. J'ai envie d'aller voir ça, parce que j'ai envie de voir comment mes personnages ont été adaptés. Moi, je me suis bien amusé, donc ça contrebalance un petit peu Mort au G. Voilà, vous voyez, c'est un peu l'antithèse, il y a Mort au G d'un coup et Vive les G de l'autre côté.
Enfin, je suis en train de finir La Guilde des Ombres, partie 2 du tome 1. On suit donc les aventures de la rouquine Panama Carswell qui, très jeune, est recrutée dans la Guilde des Ombres pour devenir assassin. Elle a un pouvoir, le don de la mort. Ceux qu'elle touche peuvent mourir si elle le décide. Et Panama, très jeune, recrutée dans cette guilde, tombe amoureuse de son mentor, le mystérieux Camar. Et voilà. Pour le moment, c'est que ça, c'est-à-dire dans cette guilde des ombres, on ne fait que suivre Panama et sa relation avec Camar. Autant le tome 1, comme c'était un peu la construction du monde, on n'était pas trop sur cette romance, et encore que pas trop. Elle était quand même là, mais le tome 2, c'est vraiment que ça, que ça, que ça. Enfin, le tome 2, pardon, la partie 2. Attention, en fait, c'est des parties, c'est un seul tome qui a été divisé en deux parties, parce que c'est immense. Et il faut quand même l'admettre, c'est de la romance. C'est clairement de la romance. Si vous attendez à autre chose que de la romance, ne lisez pas ce roman. C'est 50 nuances degrés, c'est Twilight, avec un enrobage de fantasy, comme il existe justement dans Twilight. Dans Twilight, il y a des loups-garous, des vampires, des histoires, mais pour autant, le cœur principal de l'histoire, c'est de la romance. Dans 50 Shades of Grey, c'est de la romance, alors avec la violence ou ce que vous voulez, du sadomasochisme, mais il y a aussi une histoire, des enquêtes, parfois je ne sais quoi, en parallèle, mais la trame principale c'est la romance, et là c'est la même chose. On suit les amours de Panama, on suit son évolution avec Camar, comment ça se passe, c'est que ça. Donc, si vous aimez la romance et que vous aimez les univers de fantasy, foncez, vous allez peut-être adorer ça. Si vous êtes moins fan de romance, vous allez trouver ça très chiant, hein, je vous le dis, je vous préviens, parce qu'il ne se passera rien. Là, évidemment qu'on a des dragons, des prophéties, des rêves mystérieux, des démons, des trucs, mais pour autant, c'est 90% de la romance. Voilà, j'espère que j'ai été clair là-dessus. Est-ce que moi, ça me dérange ? Non, je savais pourquoi j'allais là-dedans, au contraire, et je trouve que c'est un peu intéressant de voir l'évolution de la relation entre Panama et Camar, puisque dans la partie 2, Camar se révèle davantage et on comprend mieux ses intentions, même si on avait déjà grosso modo compris ce qu'il souhaitait faire dans la partie 1, et cela confirme que c'est un sale type manipulateur qui abuse de son pouvoir, de son autorité, et qui va tout faire pour obtenir ce qu'il veut. Je suis toujours un peu gêné en lisant ça, parce qu'on a clairement une relation abusive, on est clairement dans une relation où on a un homme qui a 350 ans et une jeune fille qui a 16 ans. C'est un rapport de force qui est évidemment inégal. À chaque moment, on se rend bien compte que celui, il a tout pouvoir, c'est son supérieur. Elle est très jeune, elle vient à peine d'apparaître, en plus il est très fort, etc., même physiquement. Donc tout ça me dérange un peu parce que il y a toujours beaucoup de scènes à la fois de romance et aussi de crac-crac qui sont toujours assez torrides, assez chaudes, il faut bien l'admettre, et on sent que derrière celle qui est au clavier, ou en tout cas elle espère que la lectrice va quand même frissonner en imaginant le beau Camar vous soulever, vous poser sur la table de la cuisine et dire maintenant dans la farine, parce que c'est ce qui se passe, j'invente rien, ils le font à des endroits improbables, notamment donc dans la cuisine, juste après avoir fait sortir la cuisinière, ou dans une espèce de cimetière alors qu'une bête féroce est en train de tout détruire, et sous les cadavres finalement, là ils s'embrassent et on sent le membre puissant de Camar s'éveiller, parce que c'est toujours dit de manière avec de très belles métaphores. C'est un peu ridicule, voilà. On sent à la fois que Camar c'est un sale type, on nous le fait comprendre très rapidement, là-dessus j'ai pas trop de doutes, et en même temps on est toujours un peu dans l'ordre du fantasme, sauf que Panama a 16 ans, et je dois dire que c'est un de mes grands reproches du récit, c'est que à la fois on insiste sur l'âge de Panama, 16 ans, et en même temps, dans sa personnalité, dans son attitude, dans sa façon d'être, c'est pas un personnage qui a 16 ans. Elle est plus mature, elle est plus intelligente. Très souvent, elle dit « Non mais Camar, tu m'imposes ça, non, je te laisserai pas faire, etc. » Elle est très forte dans sa personnalité, mais c'est pas une personnalité d'une gamine de 16 ans. Je suis désolé, moi j'y crois à aucun moment. Surtout d'une gamine de 16 ans qui n'a connu que le mystérieux Camar. Voilà.
Elle a la gamine de 16 ans, elle a lu Simone de Beauvoir, elle est super forte, elle est féministe, tout ce que vous voulez. Et je sais pas d'où, je sais pas d'où ça vient. Alors qu'elle a tout le profil d'être une sorte, j'allais dire, de Natacha Kampusch, quoi. Elle a été recrutée à 11 ans, 12 ans. Elle est enfermée depuis ses 5 ans, depuis 5 ans dans la guilde des ombres sous terre. Elle ne connaît que eux, elle n'a personne d'autre. Donc, c'est un peu... J'aime pas trop, en fait, ce côté-là. Pourquoi elle n'a pas pris simplement une femme plus adulte? Je vois bien aussi qu'elle veut jouer un peu sur l'innocence, mais en plus, là, on commence à venir sur des histoires de maternité, de... Elle a 16 ans, elle a 16 ans. Est-ce qu'on est obligé de se présenter cette gamine comme une folle de crac-crac, là je- Ça, c'est... Ça m'embête. Ça m'embête vraiment, vraiment, vraiment. Euh, je je trouve que le récit n'avait pas forcément besoin de ça. Et du coup, j'ai un peu du mal aussi. J'ai du mal à savoir à qui s'adresse ce roman. Est-ce que les femmes qui ont, qui sont, je veux dire, adultes, s'y retrouvent dans ce personnage? Parce que du coup, on a un personnage de 16 ans. À quel moment vous arrivez à vous projeter là-dedans et à vous dire, ah, je me sens comme Panama quand Camar me prend dans ses bras et tout, ou alors est-ce que ce roman s'adresse justement aux jeunes filles, aux très jeunes filles? Mais dans ce cas, est-ce que 16 ans c'est adapté pour tout ce qu'ils font? Parce que franchement, ils font beaucoup, beaucoup de choses hein, dans ce tome-là. Hein. Je suis éberlué par la... D'ailleurs, on a toujours des détails. Hein, à un moment donné, c'est... Camar n'en pouvait plus. Cela faisait 2 semaines qu'il n'avait rien fait, alors qu'avant, ils étaient capables de faire ça 3 fois par jour. 3 fois par jour! Bah purée, Camar, il a 350 ans, mais il a la forme quand même, le papy. Hein. Bref, je suis prisonnier de ce roman, parce que il y a quand même toujours cette espèce de trame, on nous fait miroiter la guerre qui arrive, attention, les ténèbres, le bien contre le mal, machin, tout ça. Mais à côté de ça, on comprend bien que l'histoire principale sera toujours la romance avec Camar dans le tome 1, et on voit arriver la future romance dans le tome 2, le triangle amoureux, les rivalités. Je lis ça parce que ça m'amuse, vraiment. Je suis pas dans le récit en train de me dire oh là là, j'ai peur, etc. Je trouve qu'un grand nombre de personnages sont un peu trop stéréotypés là. Il y a un personnage qui me fait trop rire, c'est un personnage qui est censé être vulgaire. Donc dès qu'il apparaît, il va balancer mais 150 mots, gros mots directement. Ah mais foutre chure, mais qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, il parle comme ça, c'est horrible. On dirait le diable de Tasmanie, mais version gros mots quoi. Il a voilà, comme ça, c'est. Je, je- je veux bien qu'elle présente un personnage grossier, mais personne n'est grossier à ce point-là. Il peut rien dire sans dire une insulte. J'ai pas fini la partie 2. Il me reste encore un tout petit peu, je crois peut-être 5 heures de lecture, quelque chose comme ça. On y vient tout doucement, mais voilà, mon opinion sur l'œuvre n'a pas changé. Ça se lit bien parce que je trouve qu'elle l'écrit bien, et en même temps c'est très lent quand même. Hein. On est sur du 700 pages à chaque fois par partie, juste, mais en même temps parce qu'on veut montrer tous les degrés de la relation, les hauts, les bas, quand ça se passe bien, quand ça se passe mal. Euh, voilà, moi j'attends qu'une chose, c'est que Panama tue Camar. J'avais envie vraiment de vous faire une vidéo résumée parce que ça me fait beaucoup rire et pour le coup j'aurais bien aimé. Sauf que en fait, il se passe tellement de choses dans chacune des parties, moi j'ai déjà tout oublié. Donc si vous avez une page Wikipédia, un lien, n'importe lequel qui fait un très bon résumé que je puisse réutiliser et réécrire à ma sauce, je veux bien parce que moi j'ai pas trouvé et hors de question que je m'amuse à relire tout ça. C'est fait, c'est derrière moi, je connais à peu près la trame principale, mais je trouverais ça dommage de louper un certain nombre de petits éléments quand même. Voilà, donc si vous connaissez par cœur la Guilde des Ombres, n'hésitez pas, je vous remercierai du fond du cœur dans ma vidéo, si un jour je décide de faire une vidéo sur la Guilde des Ombres. Voilà, voilà, c'était mon grand retour, hein, rien de flamboyant, rien d'incroyable, c'est égal à moi-même, c'est médiocre et aléatoire, mais en même temps, ça me fait plaisir de vous retrouver, de vous parler, de m'adresser à vous, de vous répondre aussi, parce que j'ai mis un petit peu en stand-by les commentaires.
Or, ce n'est pas bien, je vais reprendre tout ça, je vais m'occuper de tout ça. Et puis, dites-moi ce que vous avez lu, ce que vous n'avez pas lu, ce que vous êtes en train de lire, ce que vous aimez lire, ce que vous voulez que je lise. Pour la petite histoire, j'ai 2 lectures sur le feu. J'ai commencé Haruki Murakami, Abandonner un chat, qui est un très joli petit roman que j'ai reçu pour mon anniversaire, avec de très jolies illustrations à l'intérieur. Et j'ai commencé aussi Gagner la guerre, et là ça va être un sacré pavé. 700 pages, moi qui me dis tiens je vais lire ça pour un peu me reposer de Sanderson. Bien, on se retrouve très très bientôt, je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée, une bonne rentrée. Bye bye tout le monde, merci à vous, ciao ciao.